Chez les victimes de violences conjugales, le nombre de suicides dépasse le nombre de féminicides au Royaume-Uni. C'est un scandale national, dénoncent des proches de victimes et des spécialistes. Des médias britanniques décrivent le combat pour faire reconnaître la responsabilité des agresseurs, la plupart du temps des conjoints ou ex-conjoints qui ont harcelé des femmes pendant des années. Des violences psychologiques dont la police et la justice britannique ne tiennent pas assez compte, selon les associations féministes. Bonjour Roxana Maracineanu. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale de la mission interministérielle pour la protection des femmes. Est-ce qu'en France, le nombre de suicides chez les victimes de violences conjugales dépasse aussi le nombre de féminicides et comment évaluez-vous ce phénomène ? Oui, c'est le rôle de notre mission via l'Observatoire national des violences faites aux femmes. Nous sommes placés auprès de la ministre Aurore Bergé, ministre de l'Égalité. Et à ce titre, depuis le Grenelle des violences faites aux femmes, la MIPROF et l'Observatoire suivent l'évolution du nombre de féminicides. En France, en 2024, il était au nombre de 107. Et effectivement, comme en Grande-Bretagne, les associations, les familles des personnes, des femmes décédées suite à des violences, à du harcèlement, plaident pour qu'on reconnaisse également ces suicides forcés, ces suicides provoqués par des violences, par du harcèlement. Il se trouve qu'en 2020, le 30 juillet 2020, une loi a été votée en France. On est le premier pays en Europe à avoir cette infraction inscrite dans le code pénal. Et cette infraction permet de mesurer également ces suicides forcés provoqués par des violences, mais aussi les tentatives de suicide forcé. Et c'est pourquoi on a décidé à la MIPROF d'ajouter ce nombre noir qui est aujourd'hui très important. On n'arrive pas à distinguer les tentatives de suicide forcé des suicides qui ont malheureusement abouti, mais ensemble, c'est 906 femmes qui se sont suicidées, qu'on a suicidées, puisque je préfère ce terme, ou qu'on a forcé, qui ont tenté de se suicider. Et donc, de fait, quand on ajoute ce nombre de 906 aux 107 féminicides, donc des femmes qu'on a tuées, et si on ajoute aussi les 270 femmes sur lesquelles on a fait une tentative de féminicide, on arrive effectivement à un nombre terrible de 1283 femmes, ce qui représente plus de 3 femmes par jour. Donc si on regarde que les féminicides, c'est une femme tous les 3 jours qu'on a tuée. Et aujourd'hui, la MIPROF a fait ce choix, poussé par les associations, les familles des victimes, de parler de 1283 femmes, ce qui représente plus de 3 femmes par jour qu'on a tuées, qu'on a tenté de tuer, qui se sont suicidées, ou qui ont été poussés au suicide sans finalement que cela aboutisse. Est-ce que la police et la justice prennent suffisamment en compte cette emprise psychologique, ce contrôle coercitif qui peut pousser jusqu'au suicide ? On peut dire que depuis 2020, finalement, cette donnée de 906 femmes, elle est quand même importante. Donc ça veut dire que les forces de police, de gendarmerie arrivent à détecter aujourd'hui quand le suicide vient et a été provoqué par des violences, de l'emprise, du contrôle coercitif. Néanmoins, les investigations doivent aller encore plus loin pour recueillir suffisamment d'éléments, de preuves, afin que la justice puisse continuer le travail et condamner les auteurs. C'est vrai que quand il s'agit d'un suicide, c'est compliqué, parce que la question qui vient à l'esprit, quel que soit le suicide, c'est pourquoi. Et souvent la réponse qui arrive, c'est c'était un choix de la personne qui s'est suicidée. Une vulnérabilité, disent certains policiers ou magistrats britanniques. Ça, c'est dans le cas du suicide en général, c'est comme ça. Mais dans ce suicide en particulier, lorsqu'on arrive à détecter, lorsqu'on arrive à aller chercher peut-être des dépôts de plainte de la femme, qui existent déjà, des mains courantes qui ont été déposées, mais aussi des témoignages de la famille, des voisins, et des messages qui peuvent exister sur le téléphone, sur Internet, tout de suite, juste avant que le suicide ait eu lieu. Donc il faut avoir ce réflexe, quand on est enquêteur, quand on est policier, gendarme, d'aller chercher ces preuves, les consigner, et puis après, les proposer au procureur pour qu'il puisse poursuivre pour justement cette infraction. On a la chance qu'en France, elle existe, qu'elle soit inscrite dans la loi. Il faut mieux l'utiliser, il faut mieux appliquer cette loi. Et ça passe par de la formation, parce que c'est une infraction récente,
former les policiers et les gendarmes, mais aussi le grand public au fait que cette infraction existe. Ça permettra aussi aux familles, une fois que la personne s'est suicidée, de pouvoir aller témoigner, d'aller porter plainte, elle aussi. Parce qu'après un suicide, c'est très difficile pour une famille d'aller porter plainte contre quelqu'un. Parce que cette notion de choix individuel est tellement terrible voilà, quand on pense que la personne a décidé de mettre fin à ses jours, alors qu'en réalité, qu'est-ce que c'est? C'est l'anéantissement d'une personne, c'est l'emprise, le contrôle d'un agresseur sur une victime qui arrive au bout du bout, et la seule solution pour la victime d'en sortir, c'est de se suicider. Combien y a-t-il eu de condamnations en France pour suicide forcé? Comme dit Yael Mellul, qui est l'avocate spécialisée sur ce genre de drame, eh bien, elles sont anecdotiques aujourd'hui. Elles ne sont pas nombreuses. On en décompte moins d'une dizaine. Et c'est vrai que expliquer le continuum des violences, expliquer comment un agresseur va exploiter la vulnérabilité d'une personne, une vulnérabilité qui peut être liée à beaucoup de facteurs. Des facteurs qui préexistent déjà, comme la situation sociale, économique, des violences déjà vécues, l'âge, la condition de femme, d'une femme victime, peut-être une vulnérabilité qui préexiste. Mais ça peut être aussi une vulnérabilité liée à la perte d'un travail, à la perte d'un proche, d'une période un peu moins riante pour une personne. Eh bien, une personne qui a l'intention d'agresser, elle va cibler et choisir cette personne en fonction de cette vulnérabilité et exploiter jusqu'au bout cette vulnérabilité. Ensuite, la deuxième manière d'exercer est partie de ce continuum des violences, de cette stratégie de l'agresseur, c'est d'isoler la personne, et de l'isoler de sa famille, de ses amis, de ses collègues de travail, pour ensuite complètement la déstabiliser, en parfois étant gentil, parfois en étant complètement humiliant, en devenant agressif, sans forcément porter des coups, sans forcément qu'il y ait des traces de cette violence. Et c'est là qu'on parle de contrôle coercitif, c'est là qu'on parle d'emprise. Et puis après, une des étapes très importantes qui joue beaucoup dans le suicide forcé, c'est la culpabilisation. C'est de faire croire à la victime que c'est à cause d'elle qu'on l'a agressée, c'est à cause d'elle qu'on a été aussi méchant, et c'est à cause d'elle qu'on l'a frappée ou justement humiliée, jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus, et jusqu'à finalement que sa seule porte de sortie soit de mettre fin à ses jours. Il y a une autre raison aussi, sans doute, à ces suicides forcés, puisqu'on n'a pas la solution, évidemment. Il faut qu'on continue à explorer, à écouter les associations qui font des écoutes actives de la situation des victimes pour mieux comprendre ces situations. C'est aussi le fait que on est tous très timides pour parler de ces sujets, aussi bien des pensées suicidaires, des personnes autour de nous, que des violences elles-mêmes. Oser prendre la parole, même si on le voit, c'est un sujet qui arrive de plus en plus sur la place publique, que ce soit dans les médias, dans les livres, dans des œuvres aussi artistiques, des livres, des films, même des bandes dessinées qui abordent cette question. Oui, exactement. On n'a pas trouvé pour le moment une meilleure solution, finalement, pour parler de ces violences que de poser la question. De poser la question des violences pour que les personnes puissent en parler. C'est le cas aussi pour les pensées suicidaires, c'est important d'en parler. Il faut s'enlever de la tête que ça va provoquer du suicide si on en parle, ou que ça va provoquer une réaction de rejet si on parle des violences, si on pose la question des violences. Nous, ce qu'on promeut avec notre mission interministérielle, nos actions de formation avec des spécialistes de la question, c'est qu'il faut se déculpabiliser par rapport à ces questions qu'on doit poser de manière amicale, quand on détecte quelque chose qui ne va pas, une situation compliquée, difficile, un mal-être, des signaux qu'on appelle faibles de l'émanation et de l'expression de ces violences sur les personnes qui en sont victimes, mais aussi poser cette question de manière systématique dans des entretiens professionnels, dans des entretiens qu'on peut avoir avec des professionnels de santé, avec des travailleurs sociaux qui vont vous faire des bilans réguliers. Eh bien, il faut que la question des violences apparaisse de manière anodine. Avez-vous déjà été victime de violences dans votre vie ?
C'est vrai que c'est une question qui apparaît de plus en plus d'ailleurs dans les entretiens avec les médecins généralistes, Ah bah, je suis heureuse de même, vous l'entendre dire. Ça veut même au dire quotidien. ça veut dire que la MIPROF travaille bien et Mmh. que c'est justement le discours qu'on tient à tous ces professionnels qu'on appelle de première ligne, qui peuvent potentiellement être au contact de personnes victimes, d'enfants victimes, de femmes victimes, et leur poser la question, eh bien, c'est ouvrir la possibilité qu'elles puissent se confier. Si on a été formé, on est en capacité de bien accueillir cette parole, d'avoir une posture bienveillante, à l'écoute, derrière de répondre les bons mots pour que la personne continue à se confier. Et puis une fois qu'on a entendu, savoir aussi s'arrêter. Parce que ce n'est pas notre rôle de résoudre la question des violences, mais notre rôle, c'est aussi de bien orienter la victime vers des personnes qui vont pouvoir la prendre en charge. Et vous avez déjà commencé à répondre à cette question, mais pour réduire le risque suicidaire chez les victimes de violences psychologiques, quels sont les moyens juridiques, sociaux qui sont mis en place pour éviter qu'une personne, que les femmes en particulier, puisque c'est elles qui en sont le plus victimes de ces violences conjugales, pour éviter le passage à l'acte? Quels sont les moyens mis en place en amont? Bien sûr, vous avez raison, parce que réfléchir aux solutions pour réduire ce nombre de féminicides ou de suicides forcés, c'est déjà des solutions qui arriveraient trop tard. Donc il faut anticiper. Aujourd'hui, par exemple, un outil qu'on travaille aujourd'hui avec la police nationale et la gendarmerie, c'est la grille d'évaluation du danger. C'est dans ces trames d'audition, quand une personne vient à la rencontre des policiers et des gendarmes, elle va suivre une trame de questions. Le policier, la policière va suivre une trame de questions. Et dans ces trames de questions, il faut qu'on puisse mettre des questions qui vont pouvoir permettre d'identifier la gravité d'un danger, la criticité d'un danger qui guette la personne qui est là. Par exemple, on a introduit des notions sur l'étranglement. C'est de dire, voilà, est-ce que votre conjoint, dans ces scènes de violence, vous a déjà étranglé? Parce que on sait que c'est un geste qui est juste avant le féminicide. Est-ce que vous avez déjà eu des pensées suicidaires? Pour justement laisser la personne s'exprimer sur cette non-issue, finalement, qu'elle perçoit dans la situation dans laquelle elle se trouve. Parfois, c'est très compliqué pour une victime de faire confiance à son entourage, aux institutions aujourd'hui. Et donc, évidemment, c'est important que la police, la gendarmerie posent ces questions, mais c'est important aussi que d'autres professionnels s'engagent dans cette démarche, parce que autant l'agresseur, ça va être une personne qui va agresser une victime, autant nous, on est nombreux, et on peut créer une chaîne de protection autour de cette victime, à condition qu'on partage tous et toutes le même langage, qu'on sache qu'il faut poser la question, et que au moment où on a la réponse, qu'on se connaisse les uns les autres pour pouvoir bien accompagner la victime et bien l'orienter vers la suite, le maillon suivant de la chaîne, pour qu'elle puisse correctement être prise en charge. Et est-ce qu'on peut peut-être, ce sera ma dernière question, rappeler un numéro d'écoute pour les victimes de violences faites aux femmes? Le 3919, bien sûr, c'est la plateforme nationale d'écoute sur les violences, y compris quand vous avez ces pensées suicidaires. Et puis, concernant le suicide lui-même, il y a aussi un autre numéro qui est le 3114. On peut accéder aussi en ligne via le site arrêtonslesviolences.gouv.fr à ce qu'on appelle la plateforme numérique d'accompagnement des victimes, où là, on trouve des policiers, des gendarmes à qui on peut s'adresser de manière anonyme, par chat, pour leur poser des questions. Si on a peur de passer la porte d'une gendarmerie ou d'un commissariat de police, on peut chatter directement avec des personnes qui sont formées, qui seront à l'écoute et qui vont donner les bons conseils, et qui vont être aussi en capacité de déclencher une voiture de police, de gendarmerie, pour qu'elle vienne au domicile si jamais il y a une situation d'urgence extrême. Donc qu'on soit victime, témoin de violence, ou bien professionnels qui accompagnent ces victimes, il faut avoir ce réflexe d'aller contacter la plateforme nationale d'accompagnement des victimes pour pouvoir agir le plus rapidement possible, parce que vous avez vu que c'est une urgence d'intervenir sur une scène de violence, mais c'est une urgence aussi de pouvoir rentrer dans la tête de ces personnes victimes, qu'elles soient enfants, adultes, pour démonter cette stratégie de l'agresseur que je vous ai expliquée tout à l'heure.
Roxana Maracineanu, secrétaire générale de la mission interministérielle pour la protection des femmes, merci d'avoir répondu aux très nombreux messages envoyés par les auditeurs et les auditrices à l'adresse fcrdpi@radiofrance.com. Merci encore à vous. C'est moi qui vous remercie.